Qui d'entre vous a déjà vu le film Seul sur Mars avec Matt Damon et où on va dire Interstellar Lab réalisé par Christopher Nolan? Ah, en vrai, je pensais que tout le monde lèverait la main. Il y en a certains qui n'ont pas levé. Ok, très bien. Si je vous pose cette question, vous vous doutez bien, il y a une raison. Je pense que vous vous souvenez tous de la scène un peu mythique où on voit Matt Damon cultiver des pommes de terre avec son propre engrais. Et même si on peut croire que ce n'est que c'est que de la science-fiction, eh bien, ça sera bientôt possible. Et ce ne sera pas que des pommes de terre, on va pouvoir cultiver bien d'autres choses. Alors, on va aborder un sujet plutôt original, puisqu'on va parler de biologie végétale, d'ingénierie et d'espace, puisqu'on va recevoir Barbara Belvici, qui est CEO et fondatrice d'Interstellar Lab, qui conçoit ce qu'on appelle des biopods, qui sont des environnements contrôlés, dans lesquels on va pouvoir cultiver des différentes plantes pour se nourrir, et c'est à destination de Mars, et on verra aussi de la Terre. Ils ont un partenariat avec la NASA, le biopod est déjà bien avancé, vous allez voir. Et Barbara ne sera pas seule, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, l'émission c'est toujours un expert et une étudiante. On va recevoir Stéphanie Lee, qui a passé 3 années à l'EFRAY dans la branche Bionum. Et puis voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, on a eu un petit aléa de dernière minute. Du coup, Barbara, on va le recevoir à distance. Je vous demande du coup d'applaudir Barbara Belvici et Stéphanie Lee. Merci. Vas-y, je t'en prie. Je crois que c'est pour toi. Alors, salut Stéphanie. Barbara, est-ce que tu nous entends bien? Alors, nous, on ne t'entend pas par contre. Oui. Dans la régie, je pense que c'est de notre côté. Pendant qu'on règle ce petit problème, ce que je propose, c'est que on a toujours pour habitude que nos invités se présentent. Du coup, on commence par toi, Stéphanie, et puis on enchaînera avec Barbara quand le problème de son sera réparé. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Stéphanie Lee, je suis actuellement en M1 Business Intelligence. J'ai fait L1 à L3 en bionumérique. Et maintenant, je suis ici avec vous. Je ne pensais pas que j'allais arriver ici, mais voilà. Eh bien, bienvenue Stéphanie. Barbara, est-ce qu'on t'entend maintenant? 1, 2, 3. Ouais, génial. Est-ce qu'on peut peut-être augmenter le son? On n'entend pas beaucoup. Je pense que dans la salle, vous n'entendez pas énormément. Du coup, Barbara, à toi, je te propose, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, je m'appelle Barbara Belvici, je suis la fondatrice de Interstellar Lab. Je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous en live, en présentiel, mais en tout cas, le cœur y est. Je suis ravie qu'on ait pu s'organiser pour que ça fonctionne à distance. Top. Eh ben, bienvenue Barbara, et on est très content de pouvoir aussi le faire tout de même à distance avec vous deux. Alors, pour vous donner un peu un aperçu de ce qui va se passer dans les 20 prochaines minutes, les 25 prochaines minutes, en gros, pendant la première partie, on va se focaliser sur ce qu'ils font au sein d'Interstellar Lab. On va parler de ces biopods, justement. En deuxième partie, on va un peu spéculer autour de la vie sur Mars. Est-elle possible? Vous pourrez donner votre avis. Et en conclusion, on finira par 2-3 questions que vous pourrez poser. Donc là, il n'y a pas le QR code, mais c'est le même que vous avez eu toute l'après-midi. N'hésitez pas à poser vos questions, et moi, j'aurai le retour sur la tablette, et j'en choisirai quelques-unes selon le temps qui nous reste à la fin. Voilà, j'ai tout dit, c'est parti. Vous êtes prêtes toutes les deux? On peut y aller? Prête. Et bien, c'est parti. Alors, les biopods. Barbara, donc depuis plusieurs années, au sein d'Interstellar Lab, vous vous attelez à fabriquer des biopods, qu'on appelle aussi, de ce que j'ai vu, des biofermes, les futures serres de l'espace. J'aime bien aussi ce petit surnom. Donc, c'est des modules à environnement
contrôlés et qui ont été créés initialement pour assister la vie sur Mars. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer comment ils fonctionnent? Oui, alors, le biopode il est destiné à faire pousser des plantes sur Terre, pas sur Mars, mais il est inspiré de technologies spatiales. Et donc, en fait, le départ, la mission d'Interstellar Lab, donc moi j'ai monté la société il y a 5 ans, et la mission d'Interstellar Lab, c'est de créer effectivement des environnements contrôlés, donc soit des bulles, qu'on va appeler des biopodes, soit des cubes qu'on a designés pour la NASA, on les appelle des nucléus. Ça reste toujours des pods, donc c'est toujours soit des boîtes, soit des bulles gonflables. Et à l'intérieur de ces structures, en fait, on va recréer de manière autonome des climats. Donc on va jouer sur la température, l'humidité, la lumière, l'irrigation, l'atmosphère, donc les niveaux de CO2, d'oxygène et différentes variables. Et en fait, on va de manière complètement autonome, donc on met des petits ordinateurs à l'intérieur de nos systèmes, on va recréer des climats pour faire pousser des plantes spécifiques. Et du coup, effectivement, sur Terre et dans l'espace. Donc, c'est un peu la spécificité d'Interstellar Lab, c'est qu'on s'attelle à la fois à préserver le vivant sur notre planète, mais en même temps à l'emmener en orbite basse, à l'emmener sur la Lune, et puis un jour sur Mars, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Du coup, vous recréez en fait des journées types. On va recréer. Vas-y, je t'en prie. C'est parce que Tout petit décalage, je pense. On va recréer en fait à la fois des journées types, on va recréer surtout des climats types, et puis on va jouer avec les conditions environnementales pour que la plante elle puisse donner le maximum d'elle-même. Parce qu'en fait, les plantes réagissent à leur environnement en produisant un certain nombre de choses. Alors, je vais extrêmement simplifier, mais par exemple, si on vient stresser la plante, donc on lui donne un petit peu moins d'eau, et puis après on lui donne un peu plus d'eau, si on vient lui augmenter le dioxyde de carbone, si on va jouer avec la lumière, et ben en fait, on va faire en sorte qu'elle va produire plus de telle ou telle molécule qui vont avoir des applications soit en pharmaceutique, en médecine, en cosmétique, même en arôme, en parfum, ou tout simplement nutritionnel. Et donc, du coup, nous, on est vraiment sur le peaufinement du climat et des conditions à l'intérieur pour que la plante elle puisse pousser dans un objectif précis. Et donc typiquement, là effectivement, l'image que vous voyez, c'est le biopode. Donc le biopode, on l'a construit donc on est parti au départ d'une station lunaire. De cette station lunaire, on a fait une itération pour arriver à un produit qui a une application terrestre, donc le biopode que vous voyez ici. Et entre le design et la conception, on a mis 18 mois, ce qui est un petit peu un hold-up pour une start-up dans le hardware. On est une petite équipe, on est 35 personnes, principalement à Ivry-sur-Seine. Et donc là, ce biopode que vous voyez en photo, ça fait 1 an qu'il tourne. Et on a cultivé plus d'une vingtaine d'espèces et on a des résultats incroyables. Non seulement on accélère le rythme de croissance de la plante, mais en plus on l'optimise en fonction des besoins de nos clients. Et donc ça, c'est sur toute cette partie-là qui sont des applications terrestres, ce qui nous permet de nous préparer aussi, puisque cette connaissance du vivant nous permet de développer des algorithmes de prédiction de croissance et d'optimisation des climats qu'on va pouvoir utiliser dans les appareils qu'on va installer en station spatiale, et puis après sur la Lune, et puis après derrière sur Mars. Donc, si je comprends bien, c'est un dôme qui est gonflable, donc de 11 mètres de long, et c'est votre taille S, si je ne me trompe pas. Et donc, comment est-ce qu'il est transporté? Vu que c'est rond, ça rentre dans un camion? Ouais, en fait, il est divisé en 5 parties. Alors là, on change le design pour la deuxième version. En fait, la coque structurelle en composite, elle est divisée en 5 pièces qui sont transportables sur un camion. On l'assemble sur site, c'est assez simple. C'est notre équipe d'ingénieurs qui l'a assemblé directement. Pas besoin de technicien, pas besoin de fondation au sol. Ensuite, on vient clipper la membrane. On ferme la porte avec le airlock et le biopode se gonfle tout seul. Donc, il active les blowers et fait une grande inspiration et piouf, la bulle se gonfle. Et alors, juste, j'informe la régie qu'on ne voit pas les assets. Du coup, on ne voit pas un exemple de biopode, si c'est possible de corriger ça pour qu'on voit les images. C'est ton mot pour toi, Stéphanie?
C'était ça que je voulais dire, parce que comme depuis tout à l'heure, elle parle de dôme et qu'au final, on ne le voit pas. Oui. C'est dur pour les autres. On va voir si on peut régler le problème, ça serait bien, oui, de voir. Du coup, moi, Barbara, quand j'ai regardé un peu, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, mais ça n'existait pas avant, parce que c'est fou quand même, c'est un peu le genre de truc, tu sais, qu'on voit de référence quand il y a un film qui parle d'espace, et ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a que toi qui fais ça? Alors, il n'y a que nous en tant que société qui sommes sur toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on fait à la fois la conception, la production, l'assemblage et la commercialisation de ces serres du futur, et avec une spécificité qui, en fait, peu importe que ça soit sur Terre ou dans l'espace, en fait, on est seul à se spécialiser comme ça et avoir vraiment toute la chaîne. Donc, en fait, dans l'équipe, on va retrouver des ingénieurs hardware, donc on a pas mal d'ingénieurs de l'aérospatiale, d'ingénieurs en biotech. Ensuite, on va retrouver des designers. Ensuite, on a toute une équipe d'ingénieurs software, data, système embarqué. Et là, on grandit notre équipe d'IA et de data, parce on doit gérer énormément de données. Et après, il y a l'équipe des biologistes. Donc, en fait, on est la seule start-up qui intègre toutes ces compétences. Par contre, on va avoir effectivement des concurrents qui vont être plus spécialisés sur un domaine ou l'autre, soit purement sur des applications terrestres, ou alors juste sur la bulle gonflable, ou alors juste faire la boîte pour la NASA pour faire pousser des plantes, mais qui ne connaissent pas les plantes. Donc voilà, donc on est les seuls comme ça. Il y en a d'autres qui arrivent, ça qu'on commence à voir un peu des sociétés qui émergent et qui se positionnent. Le projet qui est différent, mais qui a été le plus d'inspiration, c'est un projet aux États-Unis, en Arizona, qui s'appelle Biosphère 2. Là, je ne sais pas si vous voyez l'image, mais ça donne une idée de la taille un peu du... Non, on ne voit pas malheureusement. En fait, moi, je l'ai, mais... En fait, le biopôle, il est vraiment haut, hein. En général, les gens s'imaginent c'est une petite bulle, mais c'est vraiment une grosse bulle. Et encore, c'est la plus petite taille. Comme tu le disais si bien, on va en faire des beaucoup plus grands. Et oui, non, il y a un projet qui a été une grande source d'inspiration. Ça s'appelle Biosphère 2. Et donc, c'est en Arizona. Et cette fois-ci, c'est pas des bulles gonflables, c'est vraiment des pyramides et des cylindres qu'ils ont construits dans lesquels ils ont reconstitué une mini-terre. Donc ça, c'était dans les années 90. Donc, il y a eu pas mal de choses. Ils nous ont beaucoup conseillé aussi. Après, on est un peu différents, mais voilà, après, il y a plein de sociétés qui font un travail extraordinaire aussi pour emmener de la vie dans l'espace et avec qui on est plutôt en mode collaboration que compétition. Ok. Et du coup, pour revenir un peu justement, tu as parlé, une de mes questions, c'était de combien d'ingénieurs tu es entouré et de quel type, puisque potentiellement il y a des étudiants là qui sont présents aujourd'hui, qui pourraient peut-être dans quelques années demander à rejoindre tes équipes. Est-ce que tu embauches de temps en temps, si ça croît? On embauche tout le temps. On est en train de beaucoup grandir on fait partie donc de plan de relance 2030 et on travaille sur notre première usine pilote. Donc là, on est en train de commander les robots d'impression 3D. Donc on a, ce que je disais tout à l'heure, on a 2500 mètres carrés à Ivry. On est en train de s'étendre un peu plus sur le site où on est déjà. Et du coup, on recrute. Alors, on recrute à la fois stagiaires et puis CDI. Quelques postes juniors, on préfère quand il y a quelques années d'expérience aujourd'hui, parce qu'on est vraiment en train de passer une phase supérieure. Mais moi, j'aime beaucoup prendre aussi des stagiaires, donc il ne faut absolument pas hésiter à me contacter. Contactez-moi sur LinkedIn ou alors directement, vous pouvez envoyer un mail à barbara@interstellarlab.earth. Je pense que mon office manager va me tuer parce que ma boîte mail va faire un pic, mais c'est pas grave. Mais voilà, et donc on embauche, ce que je disais, vraiment dans plusieurs catégories, à la fois hardware, donc mécanique, système, tout ce qui va être CFD aussi, donc simulation d'airflow, simulation fluidique. Ensuite, il y a toute une partie software, donc acquisition de données, DevOps, front-end, back-end. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Data scientist, data engineer, embedded system. Et après, quelques postes en biotech, donc vraiment la limite entre la science, la biologie et les technologies.
Voilà. Après, si vous êtes passionné par ce qu'on fait, vous voulez préserver le vivant sur Terre et l'emmener ou l'emmener dans l'espace, n'hésitez pas à envoyer un message en direct. On a plein d'histoires de gens comme ça qui nous ont juste contactés et qui ont fait un premier stage, puis sont revenus et puis maintenant postulent pour être à temps plein chez nous. Trop top. Merci beaucoup, Barbara. Je pense que le message, il est passé. Et Stéphanie, elle était peut-être aussi intéressée. Tu auras peut-être des nouvelles. Fortement. Du coup, donc pour se focaliser un petit peu plus sur la Lune et Mars, donc vous collaborez avec la NASA, vous avez un partenariat de ce que j'ai compris. Il y a aussi, on parle d'un peu de l'élaboration d'une station lunaire. Les pods, est-ce qu'ils ont le même but que ce soit sur la Lune et sur Mars? Super bonne question. Alors, sur le partenariat NASA, en fait, on a participé à un programme de la NASA qui s'appelle le Deep Space Food Challenge. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on emmène de la nourriture prépackagée dans l'espace, quand elle y passe plus de 6 mois, en fait, la qualité nutritive de la nourriture lyophilisée se dégrade. Et donc, la NASA a fait une liste, en fait, de nutriments qui vont disparaître à partir de 6 mois de nourriture lyophilisée dans l'espace. Et donc, pour combler ces carences, ils ont demandé à des sociétés de proposer des solutions. Et donc, nous, on a proposé une solution dans laquelle on va faire pousser à la fois des champignons, des insectes et des plantes dans un environnement fermé pour subvenir aux besoins des astronautes. Donc, on a déjà gagné phase 1, phase 2. Donc, on a un prototype au Kennedy Space Center. On doit faire un deuxième prototype pour l'année prochaine. Et j'espère qu'on volera suite au test sur le deuxième prototype. Et donc, c'est étape par étape. Donc, l'idée de la NASA, c'est on va d'abord aller le tester sur Terre. Ensuite, on le teste en station orbitale. Ensuite, l'objectif, c'est de le mettre sur Gateway, qui est donc la station qui va faire le tour de la Lune, de l'installer sur la Lune et ensuite de viser sur Mars. Et donc, on est vraiment dans une logique très, voilà, où on vient tester les différents systèmes. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec eux. Il y a d'autres programmes du côté de l'Agence spatiale européenne qui consistent à tester des nouveaux systèmes de culture en orbite basse, donc encore sur la station spatiale, avant de préparer la base lunaire. Donc dans le programme de base lunaire qui est Artemis, donc le programme Artemis de la NASA, l'installation de systèmes de culture, de plantes ne sera prévue que sur Artemis 3 ou 4. Donc on essaye de rentrer sur les missions Artemis 3 en ce moment. Et donc, c'est les missions où on aura des astronautes. On a fait une proposition, je les appelle les jardinières de l'espace, de 2 petites jardinières qui vont être portées par des astronautes. Donc, voilà. Ça, on est encore en attente de sélection. Imaginons, un jour, il sera sur la Lune. Donc, comment est-ce qu'on fait pour subvenir aux besoins d'eau et d'énergie ? Alors, très bonne question. Alors, en fait, dans la construction de la base, la NASA va donner un certain nombre de ce qu'on appelle des requirements, donc ce qu'ils veulent que la technologie fasse et ce à quoi tu as accès. Et donc, si avant de mettre le biopod, on va faire des petits payloads, donc des CubeSats qui vont être beaucoup plus petits, sur lesquels on va devoir fournir notre propre électricité, notre propre réserve d'eau, etc. Donc, il faut vraiment miniaturiser au maximum. Sur un biopod plugué à une station, la NASA nous donne accès à de l'électricité, c'est pas nous qui produisons. Par contre, on va avoir un volume et donc de la masse restreinte par rapport à ce qu'on va pouvoir emmener sur la Lune, en fonction de la place qu'il va y avoir dans Starship ou SLS. Et donc, en fait, ça vient en contrainte pour nous. Ils vont nous dire, voilà, vous pouvez emmener, je vais dire n'importe quoi, là, 200 litres d'eau et ça doit fonctionner pendant 2 ans et demi. Et donc, c'est eux qui vont nous donner une contrainte et nous, on va devoir adapter notre design en fonction de la contrainte qu'ils nous donnent et c'est surtout une contrainte d'espace et de masse. Et donc, ça veut dire qu'au bout de 2 ans et demi, il reste là-bas et il ne sert plus à rien? Tu renvoies de l'eau. Tu as différents systèmes. Si le système il est complètement scellé, tu perds vraiment très peu d'eau. L'eau, tu peux la récupérer des habitats humains. En fait, tu reprends l'eau usée, tu traites l'eau et tu peux l'envoyer dans les plantes à ce moment-là. Donc, c'est une des manières de boucler la boucle et donc, du coup, d'optimiser l'utilisation des ressources. L'avantage avec la Lune par rapport à Mars, c'est que c'est pas très loin de la Terre. Et donc, tu peux faire ce qu'ils appellent du resupply. Donc, si jamais il te manque des choses, tu peux toujours renvoyer de la Terre sur la Lune.
Par contre, quand tu es sur Mars, il faut attendre un petit peu. Hein, c'est pas le trajet, c'est 7 mois. L'aller-retour, c'est 2 ans. Parce qu'il pourrait être aligné. Donc, il ne faut pas se planter dans les calculs au départ quand tu fais les estimations de la quantité d'eau dont tu vas avoir besoin. Et du coup, de ce qu'on disait tout à l'heure, alors moi je me suis trompée, je pensais que, mais j'ai vu ta tête, je pensais que les biopods c'était à l'origine destiné pour aller sur Mars, mais de ce que je comprends, c'est d'abord pour la Terre, c'est d'abord pour un usage terrestre, donc il va connaître ses premiers mois de vie sur la Terre en tout cas. Il se présente un peu comme l'outil possible pour répondre aux enjeux climatiques, de ce que j'avais vu. J'ai vu aussi qu'il avait des capacités de réduire de plus de 99% les terres et l'eau nécessaires à la production alimentaire. Est-ce qu'on peut du coup imaginer un biopode dans un milieu aride pour aider les populations à se nourrir ? Ouais, complètement. Complètement. En fait, pour ta décharge, juste pour revenir à ce que tu dis, en fait, c'est certains journalistes adorent présenter toute la partie spatiale d'abord parce qu'il y a plus de clics quand tu dis que tu fais des serres dans l'espace. Donc, j'avais pas complètement Mais ça tort. nous a servi, ça nous a servi aussi au début, donc je suis pas, voilà, je suis pas. Mais plutôt, en plus, on fait les deux. Mais c'est vrai que les premiers biopods qu'on fait sont vraiment à destination terrestre. Alors les premiers clients qu'on a aujourd'hui, je peux pas annoncer les noms parce qu'il y a deux exclus de com qui arrivent, mais en gros, c'est un des plus gros acteurs de la cosmétique au monde et c'est le plus gros acteur de fabricants d'ingrédients naturels. Et donc, pour eux, on va les aider à cultiver des plantes spécifiques qui, aujourd'hui, ils peuvent aller chercher à l'autre bout du monde ou alors ils ont des problématiques d'utilisation d'eau quand ils les font pousser ou des problèmes d'impact CO2 parce qu'effectivement, ils vont les récupérer à différents endroits. Donc, on aide à la relocalisation. Un des deuxièmes applications, c'est effectivement dans des zones désertiques, donc dans des zones où le climat n'est pas favorable à la culture de plantes. En fait, le biopod, c'est assez simple. Il suffit de le brancher, de le remplir d'eau, et après, le programme va tourner tout seul. Alors, bien sûr, il faut des graines, il faut des solutions nutritives, mais c'est un système qui se déploie extrêmement facilement dans n'importe quel environnement. Donc, la deuxième étape, après avoir installé les biopods chez nos clients plutôt cosmétiques, ingrédients naturels, fin d'année, début d'année prochaine, ça va être d'installer dans des zones désertiques. Il y a un troisième projet sur lequel on travaille beaucoup, et ça c'était plutôt en Amérique du Sud, où là on va installer des biopods avec une visée de préservation de la biodiversité. Donc en fait c'est sur un programme en Amazonie pour un programme de reforestation où on est en train d'étudier comment on peut faire pousser dans les biopods plein de petits plants qui vont du coup être très résistants et très costauds parce qu'on va les faire pousser dans nos serres et ensuite aller les mettre directement, les replanter pour permettre la reforestation de l'Amazonie. Donc ça fait partie de toutes ces applications terrestres qu'on a aujourd'hui et qui sont fascinantes parce que c'est des sujets qui sont vraiment d'actualité et voilà. Un des objectifs qui était aussi quand j'ai lancé la société, c'est vraiment de montrer qu'en fait, c'est pas nous, on n'est pas de ceux qui disent plan B, la Terre, c'est une catastrophe, plan B, on se casse et on va aller sur Mars. Pas du tout. Mars, c'est horrible, c'est genre les conditions sont invivables, on ne sait même pas si le corps humain va pouvoir vraiment résister sur le long terme au départ, etc. Donc, par contre, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est dire, en fait, les technologies spatiales, elles sont designées pour répondre à des contraintes extrêmes d'environnement, il y a une utilité à les exploiter sur Terre. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait. Voilà, tout en voulant aussi emmener la vie dans l'espace, bien sûr. Voilà, c'est les deux. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Pour moi, c'est les deux. Les deux. Enfin, c'est pas du tout une opposition. Du coup, j'en profite, parce qu'il y a une question d'un étudiant qui est parfaite là, donc je la pose maintenant. D'un point de vue écologique, votre création est-elle durable ? Alors, on a fait plusieurs analyses cycle de vie produit. On est en train de sélectionner en fait un acteur avec qui on va travailler pour vraiment avoir un acteur tierce qui va analyser notre produit. Le matériau qu'on utilise sur la membrane, le TFE, il est super durable. C'est un super matériau qui est très facilement recyclable et qui a un super scorecard. Le deuxième matériau qu'on utilise sur la coque,
Sur le premier prototype qu'on a fait, on n'en est pas très content. Donc là, on va changer. C'est pour ça qu'on a des robots qui arrivent à Ivry-sur-Seine. Et en fait, on va tout faire avec des biomatériaux en coque impression 3D. Donc du coup, on simplifie au maximum les matériaux pour avoir le moins d'impact, d'impact sur Terre, de vraiment essayer de le réduire au max. J'espère que j'ai répondu à la question. J'ai une petite question. Imaginons le biopod a une défaillance sur une des cinq parties, pardon. Donc tout le biopod doit être changé ou est-ce que une partie peut être changée? Non, alors on essaie de rajouter des redondances sur les systèmes. Tu vas avoir des systèmes atmosphériques, tu as de la capture de CO2, les systèmes hydrauliques, tu as différentes pompes. Donc, on essaie d'avoir un maximum de redondance au cas où tu as ce qu'on appelle un système failure, donc un système qui va lâcher, pour pas que le biopod entier s'arrête. On a un certain nombre de choses qu'on va aller activer. Après, on est encore en phase de test. Ça fait 1 an qu'on le teste, la biopod. On améliore pas mal de choses sur la V2. Il y a encore quelques petits trucs à changer. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que, en fait, on vient changer une pièce et on ne change pas tout le biopod et qu'on arrive à maintenir un climat à l'intérieur, même si on a un système failure sur une des pièces hardware. Ok. Du coup, on a parlé un peu de ton point de vue, Barbara, par rapport à la vie possible sur Mars, etc. Et Stéphanie, j'aimerais bien entendre ton point de vue par rapport à ça. Donc, j'ai un peu le même point de vue que Barbara, dans le sens où je pense que Mars ne devrait pas être une planète B pour la Terre, et qu'à l'inverse, il faudrait qu'on fasse plus attention à la Terre et qu'on en prend un peu plus soin. On peut l'applaudir, ouais, je suis d'accord. De plus, j'ai vu qu'il faut 9 mois pour aller jusqu'à Mars, et donc l'humain ne peut pas trop rester cloîtré, je pense, 9 mois dans une petite capsule. Et vu qu'il y a beaucoup de radiation, je pense que si l'humain arrive un jour sur Mars et que Mars a été terraformé et tout ce qui va avec, il ne pourra pas tenir très longtemps. Il y aura quelques générations peut-être, mais je pense que ce ne sera pas très durable. Quand est-ce que, Barbara, on peut s'attendre, c'est une question d'un autre étudiant, à voir ces biopods en masse? Est-ce qu'on pourrait les avoir chez soi en tant que citoyen? Ouais, ils sont assez grands. C'est vraiment, il est sur trépied le biopod. Donc, moi, quand je suis debout à côté de lui, je suis juste au niveau du bas de la coque. Donc, et après, il y a une coque entière et ensuite, c'est la bulle gonflable. Donc, ils sont vraiment très grands et ils font 11 mètres de long. Donc, on ne pourra pas encore les mettre dans le jardin, la première version. On fera des versions petites pour les jardins, mais pas tout de suite. Ensuite, en masse, après, il est déjà livré sur Seine. Les clients, on va les livrer en mars-avril. Donc, la ligne de production, elle est en cours aujourd'hui. Après l'objectif Lune, on va être prêt en 2027, avoir un design validé en 2027. Et ensuite, on est dépendant des missions, on est très dépendant de SpaceX et de la NASA, puisque c'est eux qui ont les véhicules pour pouvoir aller sur. Nous, on veut juste être prêt avec un design biopod lunaire 2027. Et après, à mon avis, on ne volera pas avant 2032-33, je pense. Et du coup, si vous êtes prêt de votre côté, il y a des grandes chances que vous y allez? À titre personnel. Pardon, vas-y. À titre personnel ou Non, je veux dire, alors ça aussi c'est une question, je voulais te la poser juste après. On t'a posé la question, est-ce que tu comptes voyager dans l'espace? Mais moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que, donc là, de ce que tu dis, c'est que vous, votre objectif, c'est à tant d'années d'aller sur la Lune, après sur Mars, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est fixe? Est-ce que vous pouvez être prêt de votre côté, mais peut-être qu'avec SpaceX, il faut encore en discuter. Est-ce que c'est quelque chose qui est sûr? Ça va se passer? Alors, on connaît pas mal de gens chez SpaceX. Moi, je suis allée plusieurs fois, à la fois à Hawthorne, mais surtout à Starbase, donc voir le dernier décollage de Starship. Là, il y en a un qui va être prévu dans le deuxième décollage, le deuxième test, dans quelques semaines. Je pense qu'on doit être à 2-3
Je pense pas que le prochain, il aille jusqu'au bout. Starship, à mon avis, on est à 3 vols encore d'un Starship qui fonctionne. Donc ça veut dire, je ne sais plus en quelle année on est, 2023. Je pense qu'il y aurait un vol, ouais, 2028. Moi, on est très dépendant de ceux qui construisent les fusées parce qu'on fait pas de fusées, mais ça avance super vite. Enfin, là, il y a d'autres landers hein, qui vont aussi s'installer sur la Lune au-delà de SpaceX. Hein. On a vu les Indiens qui y sont allés il y a pas longtemps. Il y a les Chinois aussi. Donc on est dépendant des producteurs de fusées, mais ça avance très vite, beaucoup plus vite que ce que les gens ne pensent en fait. Ok, eh ben, hâte de voir tout ça. Merci beaucoup Barbara, merci beaucoup Stéphanie, on arrive déjà à la fin. Merci de nous avoir écoutés. Vous allez trouver le replay dès lundi prochain sur la chaîne YouTube de l'Effray. On se retrouvera avec les prochains épisodes du Hub le 13 novembre de mémoire pour parler de cybersécurité. Du coup, abonnez-vous pour recevoir la notif. J'espère vous y voir nombreux. Merci encore Barbara, merci encore Stéphanie. On peut les applaudir. Merci. Un grand merci à Barbara Belvisi en direct avec nous sur la scène du Grand Rex pour vous les étudiants de l'Effray. Merci Stéphanie, merci Laure Guibora, merci beaucoup.